Deuxième partie de notre édition avec Territoire d'Info. L'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Guillaume Pelletier. Bonjour, vous êtes le vice-président des Républicains. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau pour vous interroger. À mes côtés, Marcelo Westphal du Figaro. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et Stéphane Vernet qui dirige le bureau parisien du premier quotidien français. Bonjour. Et bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites partie de Ouest France, bien sûr. Guillaume Pelletier, est-ce que vous mettez des petites boules sucrées sous la langue régulièrement pour vous soigner ? Vous savez que l'homéopathie ne sera plus remboursée à partir de 2021. C'est la ministre de la Santé qui l'a annoncé. Vous vous soignez à l'homéopathie ? Pas ? Aussi, parfois. Moi, j'y crois. Je crois que... Ah, vous dites aussi... moi j'y crois. Ça veut dire que oui, il y a une part non scientifique dans ce que je prétends pas être un scientifique. Ce que je sais, c'est que sur ces questions si particulières, chacun doit pouvoir non seulement être libre, et la question psychologique... Mais être remboursé aussi ? Oui, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis sur la position de Xavier Bertrand sur ce sujet et de tant d'autres de nos concitoyens. Je récuse la vision de nos gouvernants et entre autres de ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, qui, par lâcheté successive sur les grandes questions centrales de santé, mènent une politique ou du rabot ou de l'esquive, en nous disant il n'y a plus d'argent, il faut bien aller en trouver quelque part. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut revoir totalement notre système de santé. Et quel est l'enjeu clé ? Qu'est-ce qui coûte le plus cher selon la Cour des comptes sur la question de la santé ? C'est l'homéopathie ? Non. C'est la désertification médicale qui touche nos territoires et la France des provinces. 3 milliards d'euros de coûts estimés par la Cour des comptes. La Haute Autorité de Santé dit que ça a l'effet d'un placebo. Oui. Est-ce que la solidarité nationale, c'est-à-dire vous et moi, avons vocation à rembourser un placebo si c'en est un ? Je dis que cette question mérite d'être posée quand l'essentiel sera réglé. Et je dénonce la vision de ce gouvernement en particulier qui, parce qu'il n'a pas le courage de réformer en profondeur notre système de santé, s'attaque à des questions marginales. Qui peut croire un seul instant que le non-remboursement de l'homéopathie décidé l'année prochaine dans notre pays va sauver notre système de santé ? Personne. Moi, je fais une proposition au gouvernement qu'il a jusque-là toujours refusé d'entendre. Je propose un taux de conventionnement modulé pour l'installation des jeunes médecins dans nos territoires ruraux dont nous avons cruellement besoin. Ils l'ont fait au Québec et ça marche. Ils l'ont initié en Allemagne et ça marche. Et en France, nous continuons à nous soumettre à des vieux corporatismes en étant incapables de répondre aux grands défis de notre siècle, à la grande désespérance de la France, des territoires et des provinces, et à un principe démocratique qui est l'accès à une médecine de proximité. Le jour où les gouvernements auront réglé la question pour nous tous, pour chacun d'entre nous, d'avoir accès à un médecin généraliste dans nos territoires ruraux, je veux bien que nous mettions tous les sujets sur la table. Mais d'ici là, qu'ils arrêtent avec leur politique de rabot. Stéphane Vernet. Est-ce que vous croyez que ça pourrait pas même être l'inverse ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homéopathie est considérée comme une médecine douce, elle ne favorise pas finalement l'automédication. C'est plus facile de s'administrer soi-même des traitements par homéopathie, ça prête moins à conséquence. Du coup, est-ce que ça permettrait pas justement d'aller moins voir son médecin, d'aller moins voir son pharmacien et quelque part finalement de faire des économies ? Puisque la question centrale, c'est celle de l'argent dans notre système. Là encore, moi, vous me connaissez un peu, je déteste le dogmatisme. Donc, je ne réponds pas définitivement. Je ne refuse pas par principe le débat. Je pose d'ailleurs une autre question, dans le prolongement de celle que vous m'avez adressée, qui est de dire, est-ce que l'existence aujourd'hui de l'homéopathie et son remboursement ne limitent pas les coûts ? Parce qu'un certain nombre de nos concitoyens considèrent qu'à travers ce traitement, ils n'ont pas besoin d'aller vers d'autres traitements. Et là, vous avez raison. Donc, tous ces sujets, en tout cas, méritent du temps et de la réflexion. Et ce qu'a demandé Xavier Bertrand est très juste, c'est de prendre un peu de hauteur et de ne pas décider dans l'urgence sur, une fois de plus, une toute petite partie du problème. La grande question de l'équilibre des finances publiques, qui est centrale, sur la question de la santé, qui est centrale, c'est de mettre tous les sujets sur la table. Et les sujets centraux, c'est celui que j'ai évoqué, la désertification médicale, et tant d'autres. Les abus, les gaspillages, les fraudes aux allocations sociales aussi, sur les questions de santé, et par exemple, la question absurde de l'aide médicale d'État. Il est quand même particulièrement étonnant qu'une fois de plus, on demande aux Français des efforts sur tous les sujets, et qu'on continue à financer pour 1 milliard d'euros, selon le rapport. Alors,
800 millions sur la première tranche et 180, c'est-à-dire qu'on arrive en gros, selon le dernier rapport sénatorial, à 980 millions d'euros, près d'1 milliard, sur la question de l'aide médicale d'État. C'est-à-dire que quand vous êtes un clandestin rentré clandestinement sur le territoire national, vous avez accès gratuitement aux soins, quand tous les autres, en particulier les étrangers entrés de manière légale, doivent payer. C'est toutes ces injustices auxquelles nous devons mettre fin. Alors Guillaume Pelletier, qu'est-ce que vous pensez d'une autre décision qui a été rendue publique hier, à savoir la création d'une taxe sur les billets d'avion? Alors pour les avions partant de France, entre 1,5 et 18 euros, c'est pas beaucoup, mais enfin ça fera de l'argent et tout ça au nom de l'écologie. C'était une des demandes du grand débat, taxer un peu le kérosène. Ça fait tellement longtemps que ça dure dans notre pays, des siècles, dit-on. Pas pour les avions. Non, pas pour les avions, mais enfin vous allez voir le fond de mon raisonnement. On y plante des impôts, on y récolte des fonctionnaires, ou l'inverse. Et ça fait des siècles que ça dure. C'est tout le mal français que de croire que chaque problème se règle à coup de taxes, premièrement. Et sur la question spécifique de l'écologie, je mets en garde, avec une certaine gravité, nos gouvernants, là encore, qui mentent à nos compatriotes, en faisant toujours payer sur les citoyens, sur les consommateurs, l'immense défi du développement durable et de la transition écologique. Là, ça vient des Gilets jaunes, c'était vraiment une demande spécifique du mouvement. Qu'est-ce que demandaient à juste titre les Gilets jaunes? Qu'est-ce que demandent à juste titre nos compatriotes? Ils demandent une écologie punitive sur les citoyens, ou ils demandent à ce que les multinationales et les États qui ne respectent rien des accords de Paris et de Kyoto soient sanctionnés. Moi, je souhaite qu'on mette toutes les personnes concernées, les vrais pollueurs, autour de la table, qu'on trace une grille de lecture sur les prochains mois, les prochaines années, pour que chacun fasse des efforts. Et qu'ensuite, on puisse sanctionner, c'est une proposition beaucoup plus forte que je fais ce matin, à travers la création d'un tribunal climatique international, les vrais pollueurs de notre planète. Ça n'est pas l'ouvrier de Sologne, ça n'est pas le fonctionnaire de Tourcoing, ça n'est pas le chef d'entreprise des Pays de la Loire. Son siège, ce tribunal vous savez, on a dit la même chose quand certains courageux ont imaginé la création d'un tribunal pénal international. Qui siège à La Haye. Des États ou des entreprises? Comment c'est précisé? Oui, mais où? À partir d'où? Attendez. Je vais pas vous dire aujourd'hui ouvrez le siège. Si la question du siège, ça compte beaucoup. Si j'étais le président de la République, je proposerais que ce soit Paris. Voilà. Parce que la France doit prendre la tête d'un grand combat sur l'écologie, mais sur une écologie vertueuse et positive pour les citoyens, et punitive à l'endroit de ceux qui sont incapables de respecter les critères. Je le répète, la décision que vous évoquez donne encore l'impression, même si je suis à titre personnel pas profondément hostile, parce que je considère que les compagnies aériennes, elles aussi, doivent contribuer à l'effort. Mais je ne suis pas naïf. Je sais que cette taxe annoncée va peser sur qui? Sur ceux qui prennent l'avion. Sur ceux qui prennent l'avion. Sur des citoyens, sur des gens parfois qui n'ont pas le choix. Le gouvernement dit on réinvestira dans le ferroviaire. Oui, il nous dit. Alors ça, c'est aussi un vrai réflexe français. On taxe et on nous promet d'investir la somme récoltée dans des pratiques vertueuses. Hélas, ça s'infirme de manière très régulière. Donc, je le dis, sur la question de l'écologie, qui est une question centrale, et il y a tant d'autres choses à dire sur l'écologie vertueuse des circuits de proximité, des usines de méthanisation dans nos territoires, il y a plein de choses à faire. Mais la première des priorités sur cette question-là, c'est de dire, nous allons pénaliser les multinationales qui, elles, ne respectent rien des accords internationaux. Stéphane Vernet. Il n'était pas question uniquement que d'une éco-contribution sur les billets d'avion hier à l'issue du Conseil national de défense. Il a été aussi question de supprimer une niche fiscale pour les poids lourds, notamment sur la TCIPEPP. Je ne sais plus. Oui. J'espère que j'ai mis les lettres dans le bon ordre. C'est pas grave, sinon. Voilà, il est question d'arrêter de rembourser l'équivalent de 2 centimes d'euros par litre de gasoil, ce qui a fait très fortement réagir les transporteurs routiers. Qu'est-ce que vous en pensez? En Bretagne, par exemple, on crie au retour de l'écotaxe. Mais ils ont raison. Mais c'est dans le prolongement, je suis désolé d'être un peu ou têtu ou constant dans mon analyse. Vous voyez bien que le gouvernement, sur la question là encore essentielle de l'écologie, mène une politique de la taxe. C'est-à-dire que depuis des années en France, on associe à tort l'idéal vertueux de l'écologie avec l'obsession fiscale et punitive. À chaque fois qu'on parle d'écologie, on invente une taxe nouvelle. Aujourd'hui, là, c'est pas une taxe, c'est la suppression d'une niche fiscale, un avantage donné aux transporteurs. Mais ce qui reviendra à la fin au même pour les transporteurs, et c'est pour ça qu'ils se plaignent. Et donc le grand enjeu, c'est de dire aux Français la vérité.
tous les citoyens, nous allons devoir faire des efforts. En encourageant et en récompensant ceux qui en font plus que les autres, plutôt qu'en punissant ceux qui ont du mal à en faire. Premier principe que je propose. Deuxièmement, en disant toujours la même vérité, la France, c'est 1% dans le monde à peine des émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis, la Chine et l'Inde, c'est 53% à 3 pays des émissions de gaz à effet de serre. On continue à taxer le transporteur de l'Orient, l'ouvrier de chez moi, en Sologne ou en Vallée du Cher, le fonctionnaire du Sud-Ouest, le chef d'entreprise des Hauts-de-France, où on se met autour de la table, on prend la tête d'un grand combat international et on propose la création de ce tribunal pénal, climatique international qui va enfin sanctionner les pratiques dangereuses sur la question de l'écologie. Chacun se souvient, vous savez, de cette polémique immense des années 90 et 2000. Chevron Texaco en Équateur. L'Amazonie totalement polluée par cette grande entreprise pétrolière américaine. De recours en recours, 9 milliards de dollars de dommages et intérêts demandés par le Conseil d'État et la Cour suprême équatorienne. À l'heure où nous parlons, l'entreprise n'a toujours pas payé. Mais c'est à eux qu'il faut demander des comptes et non plus aux citoyens. Juste pour en terminer avec l'écologie, quel regard vous avez sur la loi anti-gaspi qui sera présentée par Brune Poirson ce matin en Conseil des ministres pour l'économie circulaire? C'est bien? Ça, c'est une bonne idée. Tout ce qui permet... La consigne des bouteilles plastiques, par exemple? Tout ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer nos pratiques, nos comportements, au nom de l'incitation, au nom de l'éducation, ça va dans le bon sens. Je mets donc une limite quand ça concerne les citoyens. Arrêtons avec l'obsession fiscale. Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, et notre invité politique ce matin. Vous êtes vice-président du parti, les Républicains. Est-ce que, vous allez être candidat à la présidence? Je suis là encore. Vous savez, on m'a beaucoup reproché, c'est plutôt mon caractère d'être impatient, donc j'ai décidé au lendemain de la déroute des élections européennes, de prendre le temps. Je poursuis tout au long de la journée, et puis dans les heures qui viennent, mes consultations pour prendre une décision, la décision la plus... Vous la prendrez quand? Dans les heures qui viennent, d'ici demain, pour simplement trouver la meilleure alchimie pour notre formation politique. Nous avons tout à la fois besoin d'unité, parce que tout ce qui se fonde ou se refonde dans la discorde est une erreur. Et en même temps, on a besoin d'une immense révolution, une révolution des idées. Vous connaissez mes convictions sur la laïcité, sur la valeur travail, sur la récompense, sur la hausse générale des salaires, sur l'idée d'unité nationale et d'égalité des territoires. Et donc, comment trouver cette meilleure articulation? Tout destin d'un vice-président, c'est de devenir président? Non, pas forcément. Le destin d'un homme politique qui aime son pays, c'est d'essayer, de le servir au quotidien pour le faire renouer avec la grandeur, et nous en sommes loin. Et quand on est à la tête d'un parti politique, c'est ça mon combat. C'est comment, à l'horizon 2022, et je veux y participer humblement, patiemment, mais avec détermination, comment nous allons remettre la droite en situation de permettre aux Français d'échapper à ce duel mortifère entre Emmanuel Macron et Madame Le Pen. Vous savez, le grand combat qu'on a à mener, 75% des Français ne veulent ni de M. Macron, ni de Madame Le Pen. Ils sont orphelins d'une troisième voie politique. Le grand défi qui est devant nous, c'est qu'est-ce que la droite a à leur proposer pour incarner cette alternative sérieuse. Ce qui vous distingue sur le fond, si vous étiez candidat, des autres candidats actuellement déclarés, Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé? Ce qui est mon originalité, ce sont deux choses. C'est d'abord une vision des idées plutôt différente, en tout cas c'est ma part d'originalité. Je plaide, moi, pour dire que la droite française doit associer à nouveau en réponse, la double désespérance française de la dépossession identitaire et culturelle. Il y a un danger imminent d'islam politique et de communautarisme, mais d'associer ce danger à un autre qui est celui du déclassement social, de la crainte pour les classes moyennes, les milieux de cordée, la France du milieu, à qui on ne parle jamais, qui mérite par exemple une hausse générale des salaires, qui attend enfin une récompense. Toujours la hausse du SMIC de 10 à 20%, ça vous Je propose toujours plus que jamais. J'ai jamais dit que le SMIC, de la hausse générale des salaires. Moi, je pense que la France est en train de s'asphyxier parce qu'il n'y a plus d'écart entre les revenus d'assistance et les revenus du travail. Et donc, tout le monde est pénalisé. Celui qui ne travaille pas, qui n'a pas tellement envie de faire l'effort d'aller travailler, et celui qui travaille, qui n'en peut plus de voir son voisin gagner au moins autant, alors que lui fait l'effort de se lever le matin. Stéphane Vernet. Puisque c'est une question d'heure, vous voulez pas avancer un petit peu, comme ça nous fera un scoop ce matin. En fait, vous avez un discours de candidat, vous serez candidat. Non, mais Mais si. J'essaye d'être le plus précis possible. D'ailleurs, si vous me permettez, je réponds à la deuxième partie. Là, vous avez attendu longtemps. J'ai parlé des... Oui, mais vous savez,
Vous avez pris votre temps. Quand on a subi un tel échec, et plusieurs, 2 défaites présidentielles perdues, Dont 2 législatives... dont vous vous sentez comptable ou pas? Moi, en tout cas, je ne suis pas de ceux qui accusent tel ou tel. C'est une défaite collective. C'est une défaite, à mon sens, qui n'est pas liée aux personnalités, qui est liée à notre ligne idéologique. Je propose, moi, une droite à la fois forte sur les questions régaliennes et juste sur les questions économiques et sociales. Et deuxièmement, j'ai une ligne stratégique assez différente, puisque, à l'inverse de quelques-uns sensibles à Emmanuel Macron, à l'inverse de quelques autres touchés par la proposition d'union des droites, moi je récuse à égalité ces 2 stratégies et je propose l'alliance des républicains des 2 rives. Je veux que la droite de demain soit capable de parler tout à la fois à ceux qui ont cru en Nicolas Sarkozy en 2007, en Philippe Séguin, en Jean-Pierre Chevènement, en Arnaud Montebourg sur la question de la démondialisation. On peut recréer une grande droite populaire. Très rapidement, Christian Estrosi est tenté de quitter les Républicains. Vous lui dites quoi, puisque hier la Commission nationale d'investiture n'a pas voulu statuer sur le cas de Nice? Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Christian Estrosi. Je souhaite qu'il reste dans notre famille politique. On a besoin de tout le monde. On a besoin de ceux qui, avec ténacité, sont restés. On a besoin de faire revenir ceux qui sont là. Et j'espère que Christian Estrosi et Éric Ciotti pourront se mettre d'accord parce qu'on a besoin de tout le monde. Un mot, s'il vous plaît, sur quelque chose qui agite beaucoup la toile en ce moment. Ce sont les gérants de ces super rues, là, vous avez vu à côté de Lyon, qui ont mis leur trophée de chasse, des animaux sauvages devant eux, se photographiant. Super rue leur a demandé de quitter leur métier. La gestion de ça vous choque? Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme ça, cet affichage, au fond, l'attitude que les gens réprouvent maintenant. Bon, chacun vit sa pratique de la chasse comme il l'entend. C'est pas du tout ma façon de voir les choses ainsi. Mais ce qui me gêne dans les réseaux sociaux, c'est de tout bord d'ailleurs, ce lynchage permanent. Nous sommes en train de basculer dans une société de l'invective, de la caricature, où on peut assassiner la réputation de quelqu'un en quelques secondes. C'est pas ça la démocratie. Quand c'est justifié, quand des attitudes est-ce que vous connaissez réprouvables sont affichées, non, ça a donc de bon côté. Ce qui est certain, c'est que à chacun d'être digne et respectueux dans ce qu'il met en scène. Et c'est vrai que les images que j'ai pu voir sont assez déplorables. Mais ça c'est personnellement. Mais au nom de quoi ensuite on bascule dans cette invective, ces insultes? Pourrait-on enfin dans notre pays basculer dans une société du respect où on accepte profondément et particulièrement que quelqu'un pense différemment de vous? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tracer une ligne, qu'on ne doit pas assumer des convictions, qu'on ne doit pas être fier de ce en quoi on croit. Moi, j'ai des convictions très fortes, mais il n'y a rien qui ne me rend plus fier que de pouvoir échanger et débattre avec quelqu'un qui agit ou qui pense différemment. Merci Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains. On n'a pas compris si vous seriez ou non candidat, mais Stéphane Vernet pense que vous serez plutôt candidat à la présidence des Républicains. On va dans la journée, de toute façon. Merci. Pas possible. Merci Stéphane Vernet, merci Marcel Westred. Voilà, Guillaume Pelletier quitte ce plateau. Au revoir, merci, bonne journée. Et font leurs entrées Thierry Dupont de l'Express et Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Vous étiez là, messieurs, dans la première partie de cette émission. L'homéopathie, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez pratiqué, vous êtes soigné à l'homéopathie? Alors d'abord Guillaume Doyen. Pas du tout. Pas du tout. Pas du Thierry tout. Dupont. Oui. Oui. Les enfants Alors aussi. ça tombe très bien. Et vos enfants aussi. Donc pourquoi pas du tout? Vous n'y avez jamais cru? Exactement. Voilà. Et je suis surpris qu'elle ait été remboursée aussi longtemps. On n'a pas établi que c'était un médicament, donc il est temps de mettre un terme aux 150 millions d'euros ou 200 millions d'euros, je crois, qu'on rembourse chaque année, mais libre à chaque citoyen d'aller acheter lui-même à la pharmacie ses granulés homéopathiques, évidemment. Thierry Dupont, alors vous êtes soigné avec, vous soignez vos enfants, oui. Vous y croyez, comme a dit Guillaume Pelletier, parce qu'il y a un côté j'y crois. Bon, j'y crois. Non, je pense que c'est une bonne alternative à l'allopathie. On n'est pas obligé de se bombarder à chaque fois des traitements. Et ça a eu un effet sur... Oui, ça a plutôt fonctionné. Plus généralement, vous avez entendu Guillaume Pelletier sur ces questions. Il reproche au gouvernement, au fond, de dériver les choses sur des sujets mineurs pour éviter de régler des sujets majeurs. Il est dans ses habits de quoi? D'opposant et de peut-être candidat à la présidence des LR. Alors, donc là, il n'a pas répondu à la question sur la présidence des LR, donc il a lui aussi dévié le sujet sur d'autres. Quant à... Oui, alors la deuxième chose, c'est qu'en réalité, Guillaume Pelletier, là, a quand même du mal à se
positionné, si vous voulez, a positionné son camp versus La République en marche. Quel est le programme qui les distingue profondément? Je trouve qu'on était là, si vous voulez, dans une critique assez redondante, assez régulière, mais moi je n'ai pas vu la proposition qui modifie réellement, qui crée une ligne de rupture entre les marcheurs et les Républicains. Thierry Dupont n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que Guillaume Pelletier, il défend un truc qui est assez concret. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver les classes populaires qui font défaut à la droite depuis 2007. C'est-à-dire que 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui arrive à l'Élysée sur une double promesse. Un régalien très fort, fort de son passage au ministère de l'Intérieur, et puis avec travailler plus pour gagner plus, avec les heures fiscales, avec les heures supplémentaires défiscalisées, qui étaient destinées aux classes travailleuses, entre guillemets. On admet le libéralisme, mais chacun va y trouver sa place, et vous allez en profiter. Or, depuis, la droite s'est un peu enfermée dans on baisse les dépenses publiques, et puis on soutient juste le libéralisme. Et il ne faut surtout pas aller vers une forme de redistribution. Lui, c'est ce qu'il veut. Il pense que cette vision a mené la droite dans l'impasse et qu'elle ne pourra pas revenir au pouvoir si elle ne réagrège pas à son programme les classes populaires. Ce qui m'intéresse, c'est votre avis, Guillaume Doyen, sur ces jeunes, relativement jeunes députés, comme du profil d'ailleurs de notre invité politique ce matin, Guillaume Pelletier, qui vont sans doute ou pas d'ailleurs partir à la conquête de la direction de leur parti, un parti que tout le monde dit moribond. On a vu le résultat qu'il a fait aux élections européennes. À quoi ça leur sert? Au fond, Emmanuel Macron a réussi 100 partis en bâtissant un dans une espèce de dynamique. Pourquoi concourent-ils tous à la même chose, c'est-à-dire diriger un parti qui, au fond, se désagrège? Alors, d'abord, ils espèrent quand même donner, si vous voulez, un coup de relance à ce parti, avec ce que tu viens de dire, auquel je ne crois pas évidemment, mais enfin dont j'ai pris acte, si vous voulez. Reste à savoir combien de temps ça va durer, ça. Reste à savoir, là, on est vraiment dans la fin probable, si vous voulez, dans l'agonie du parti. Ils pensent à autre chose, tous ces jeunes gens, et surtout, les places sont prises à La République En Marche aujourd'hui. Donc, s'ils veulent poursuivre leur carrière politique, c'est certainement pas les République En Marche qui vont ouvrir grand ses portes. Il y a assez de monde déjà, il y a assez de prétendants à La République En Marche. Donc, ma foi, oui, les Républicains, c'est la place qui reste. Même si elle est ténue. Les partis organisent le débat démocratique en France. C'est inscrit dans la Constitution. Donc pour moi, les partis politiques ne sont pas forcément morts. Vous avez l'exemple d'Emmanuel... J'ai pas dit ça. Non, mais j'ai pas dit. C'est ce que disait Cyril. Non, pas dit mort. Moribond, j'ai dit. C'est à dose homéopathique. Voilà. Faut y croire. En 2017... Emmanuel Macron a réédité la geste gaulienne, l'homme qui rencontre le peuple et qui, avec un mouvement, De Gaulle c'était le RPF, Macron c'est En Marche, voilà, c'est l'instrument de sa conquête du pouvoir. On voit bien aujourd'hui que la République En Marche, elle connaît quelques difficultés. Elle a du mal. Pas aux élections européennes. Non, là, c'est pas la même chose. Oui, c'est le président de la République qui a fait la campagne. Oui, donc, il a été un peu légitimé. Oui, mais donc c'est pas le parti. Le parti, vous le voyez aujourd'hui, ils ont du mal à se mettre en place. Si vous vous penchez un peu sur... rendez-vous au municipal pour voir. Si vous penchez un peu sur le cas des investitures au municipal, vous verrez que c'est pas aussi simple que ça. Et que donc, non, mais c'est le résultat qui comptera au municipal, par exemple. Ouais, on verra à ce moment-là le reste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Républicains, il y a différents candidats parce que il faut faire vivre le débat. Et pour l'instant, ce qui manque le plus aux Républicains, c'est pas tant les personnalités qui seraient susceptibles de se présenter à l'élection présidentielle. On a 3-4 noms en tête, mais c'est qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit de différent par rapport? Et donc c'est un corpus idéologique. Qu'est-ce qu'on dit de différent par rapport au Rassemblement national? Qu'est-ce qu'on dit de différent par rapport à La République En Marche? Les 3-4 noms en tête, c'est lesquels? Aux Républicains? Non, mais je vais pas les dire. Ça n'a plus aucun sens. Franchement, les Français se réveillent en se disant « Mais qui va être le président des Républicains ?» Non, mais il faut arrêter. Ils n'y pensent même plus, si vous voulez. La présidentielle. Non, la présidentielle. À la présidentielle, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, en fait, l'enjeu qu'on va voir, l'enjeu important maintenant, ce sont les municipales plutôt. Je pense que
ce qui va se passer et on va voir si oui ou non les partis qui concourent à la formation effectivement de la volonté populaire, et vous avez raison, ils sont extrêmement importants, quel rôle ils vont pouvoir jouer encore. C'est ceux qui vont mal, dans les Parti municipales. socialiste, Sachant que les municipales sont traditionnellement l'élection, le scrutin où le poids des partis politiques est le plus faible. Parce que c'est justement la figure du maire. Donc est-ce que ce sera représentatif de l'opinion des Français? Pas forcément. Non, puisque ils aiment leurs élus, pas forcément leurs étiquettes traditionnellement, c'est vrai, le poids des partis est plus faible. Mais là, si le poids des partis carrément disparaît, est carrément absent, si vous voulez, de la campagne, où tout se fait sur des noms, sur des programmes locaux, là, on aura eu, si vous voulez, une vraie évolution politique française, ou l'aboutissement d'une évolution politique française. Mais ce ne sera pas forcément le cas pour les élections suivantes, que ce soit les départementales ou les régionales, où là, l'étiquette politique comptera davantage que pour les municipales. Donc avoir l'étiquette politique, par exemple l'investiture LR au municipal, ça compte pas autant que ça, Guillaume Doyen. Mais alors, je ne vais pas viser LR. Je parlais d'LR parce qu'on a eu... Oui, bien sûr, parce qu'on a eu le vice-président. Mais les marcheurs, PS, etc., vous verrez qu'on n'aura pas, en gros, les sigles des partis sur les affiches électorales. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais moi, je vous dis qu'il s'aggrave. Je vous dis que les maires ne sont plus députés, que les maires ne sont plus sénateurs, si vous voulez, et qu'ils ne sont plus rattachés... autant qu'il l'était à une centrale, à un parti plutôt, aux états-majors des partis. Guillaume Doyen, de la Gazette des Communes, Thierry Dupont de l'Express. On va regarder ensemble, messieurs, le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques, mais surtout les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après pour l'actualité parlementaire. C'est très bien passé. J'ai pu exposer pendant 1h30 le projet que je veux porter pour les Parisiens. Face à nous, nous avons une maire de Paris qui, elle, est en campagne depuis 1 an, qui dégaine une proposition par semaine et qui a les moyens de la ville pour faire cette campagne. Donc il est temps pour nous de nous mettre en ordre de bataille. Hidalgo d'ailleurs ne gouverne pas Paris, elle annonce en permanence. Elle annonce des forêts urbaines, elle a eu des revirements spectaculaires, elle a été pendant des années contre la police municipale, maintenant elle est pour, elle a été pendant des années contre le travail des dimanches, maintenant elle est pour. Mais sur l'essentiel, elle a échoué parce qu'elle a une gouvernance très verticale. Elle n'a pas écouté les Parisiens. C'est que ce sont tous des petits Macron. Ouais. Et en réalité, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas un maire de Paris, c'est un représentant du président de la République à Paris. Or, quand on est maire, on doit défendre ses habitants, parfois contre l'État. Or, la réalité, c'est que là, c'est Macron qui va choisir son préfet à Paris. Nous avons décidé, comme l'ont fait d'autres pays, de mettre en œuvre une éco-contribution sur le transport aérien sur tous les vols au départ de la France. Je ne suis pas certain qu'on aidera à la réduction des gaz à effet de serre par la taxe. On est toujours en fait dans cette écologie punitive. Le gouvernement a reculé sur le prix de l'essence. Il revient sur le prix du billet d'avion. On voit bien que finalement le gouvernement n'a rien compris à ce qui s'est passé dans ce pays depuis 6 mois. À quoi l'argent de ces taxes ira? Que ce ne soit pas une taxe pour renflouer les caisses de l'État. Ce sont bien tous les vols à partir de la France, que ce soit Air France, EasyJet, Emirates, qui seront concernés par cette éco-contribution sur les billets d'avion. Et donc on a bien fait attention à ne pas pénaliser les compagnies françaises. Air France représentera à peu près 25% de ces 180 millions d'euros. Par rapport aux enjeux, c'est à mon avis... C'est une goutte d'eau dans l'océan. Moi, je serais plutôt d'une tactique qui serait à faire peut-être des mesures beaucoup plus impopulaires, mais plus significatives, pour véritablement... Je ne sais pas, ça, c'est pas mon boulot. Taxer le kérosène ? Plein de gens, peut-être taxer le kérosène, notamment, c'est une piste à creuser. Réintroduire le débat de l'écotaxe, quand on voit à quel point ça a perturbé la vie des Français, c'est une très mauvaise réponse. Et les billets d'avion, aujourd'hui, sont déjà surtaxés. C'est pas seulement d'instaurer une sorte de taxe, c'est de supprimer des liaisons aériennes qui ne servent à rien, qui sont devenues inutiles. Les très grands groupes ont les reins solides pour supporter cette augmentation, parce qu'en réalité, il s'agit encore d'un impôt supplémentaire. Par un biais ou par un autre, on crée des taxes et on continue à créer des impôts. Ils en créent toutes les semaines, ça pour ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont de l'imagination. Le Zap Matin de Christophe Combarieux que vous retrouverez à la fin de cette 3e partie d'édition qui démarre dans un instant avec Territoire Sénat. Je vous y retrouve.